Mon café était encore chaud entre mes mains lorsque des éclats de rire ont retenti dans le bureau de Marc. À travers la cloison vitrée, je pouvais observer ses collègues penchés vers lui, leurs visages illuminés par cette complicité masculine que je connaissais si bien. Marc gesticulait, visiblement lancé dans une de ses tirades habituelles. Il n'était pas nécessaire d'entendre pour deviner le sujet. Moi, sa femme au foyer, osant le quitter. Sa voix avait porté plus fort que prévu, et le silence soudain dans l'open space m'a confirmé que tout le monde avait entendu. Les regards se sont tournés vers moi, certains gênés, d'autres simplement curieux. J'ai continué à siroter mon café, imperturbable, comme si de rien n'était. Au fond, c'était exactement ce que j'attendais. Pour comprendre comment j'en étais arrivé là, il fallait remonter 3 ans en arrière. À l'époque, j'étais Élise Moreau, directrice financière d'une grande entreprise de conseil. J'avais 32 ans, un salaire à 6 chiffres et une réputation qui me précédait dans tout le secteur. Marc, lui, était un cadre ambitieux d'une PME spécialisée dans les solutions informatiques. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire sur la transformation digitale, et j'avais été charmée par son intelligence et sa détermination. Notre mariage avait été un événement mondain, organisé dans le château familial de mes parents en Bourgogne. Marc avait été ébloui par ce monde auquel il n'avait jamais eu accès, par les relations que je cultivais depuis mes études à HEC. Il avait rapidement compris que mon réseau pouvait l'aider à développer ses affaires, et j'avais naïvement cru qu'il s'agissait d'amour. Les premiers mois avaient été heureux. Marc était attentionné, presque reconnaissant. Il me présentait comme sa brillante épouse lors des dîners d'affaires, et je l'aidais volontiers à décrocher de nouveaux contrats. Mon carnet d'adresses était devenu le sien. Mes recommandations portaient ses projets. L'entreprise de Marc avait rapidement décollé, passant de 15 à 50 employés en moins de 2 ans. Puis était venue la grossesse. Marc était aux anges, parlant déjà de léguer son empire à son fils. J'avais continué à travailler jusqu'au 7e mois, gérant mes dossiers depuis la maison lorsque les nausées me clouaient au lit. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à percevoir les premiers changements chez Marc. Il rentrait plus tard, parlait moins de son travail, et surtout, il avait commencé à prendre des décisions sans me consulter. « Tu es enceinte, chérie, tu as besoin de repos. Laisse-moi m'occuper des affaires, » disait-il. J'avais accepté, fatigué par les hormones et les nausées. Erreur monumentale, car pendant que je portais notre enfant, Marc avait systématiquement effacé ma contribution à son succès. Lors des réunions importantes, il ne mentionnait plus mon nom. Les clients que j'avais amenés devenaient ses clients. Les stratégies que j'avais développées devenaient ses idées. La naissance de Thomas avait été difficile. Complications à l'accouchement, 3 semaines d'hospitalisation, dépression postpartum. Marc avait joué le mari parfait devant les médecins et la famille. Mais dès que nous étions seuls, il était différent. Impatient, condescendant. « Tu ne peux pas t'occuper de notre fils dans cet état, » disait-il. « Reste à la maison, repose-toi. Je peux gérer l'entreprise tout seul maintenant. » J'avais voulu reprendre le travail après mon congé maternité, mais Marc avait multiplié les arguments. « Thomas a besoin de sa mère. L'entreprise marche très bien. Nous n'avons pas besoin de ton salaire. Tu seras plus utile à la maison. Et puis, le coup de grâce. D'ailleurs, ton poste a été supprimé. Restructuration, tu comprends. » Mensonge. J'avais appris plus tard que mon ancien employeur avait essayé de me contacter plusieurs fois, mais Marc interceptait tous mes appels professionnels. Il avait même fait changer notre numéro de téléphone fixe sous prétexte que nous recevions trop d'appels commerciaux. Isolée, épuisée, je m'étais laissé glisser dans ce rôle de femme au foyer que Marc avait dessiné pour moi. Les journées se ressemblaient, lever tôt, préparer le petit déjeuner de monsieur, m'occuper de Thomas, faire le ménage, préparer le dîner. Marc rentrait vers 20 heures. Parlait de sa journée extraordinaire, de ses succès, de ses projets. Moi, je n'avais que des histoires de couches et de purée à raconter. Le pire, c'était les dîners. Marc invitait régulièrement des clients ou des partenaires à la maison. J'étais reléguée au rôle de parfaite maîtresse de maison, servant les plats en silence pendant que ces messieurs discutaient affaires. Quand j'essayais de participer à la conversation, Marc me coupait d'un sourire condescendant. « Chérie, ces histoires d'entreprise t'ennuient. Va donc voir si Thomas dort bien. » J'avais tenté de me rebeller à plusieurs reprises. J'avais proposé de reprendre une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel. Marc avait fait mine de réfléchir avant de déclarer. « Tu sais, chérie, ton profil est un peu dépassé maintenant.
3 ans sans travailler, dans notre secteur, c'est rédhibitoire. Et puis, qui s'occuperait de Thomas? Les nounous coûtent si cher. Argument imparable, car Marc contrôlait tout l'argent du foyer. J'avais accès au compte courant pour les dépenses quotidiennes, mais tous les investissements, tous les placements étaient à son nom. Pour optimiser les impôts, prétendait-il. En réalité, pour s'assurer que je ne puisse jamais partir. C'était il y a 6 mois, lors d'un de ces dîners humiliants, que j'avais pris ma décision. Marc recevait 3 investisseurs potentiels, des hommes d'affaires que je connaissais depuis des années. L'un d'eux, Philippe Castillon, avait été mon directeur de stage à mes débuts. Il m'avait regardé avec surprise lorsque j'avais servi l'entrée. « Élise, mais que fais-tu ici? Je pensais que tu dirigeais ta propre boîte maintenant. » Marc avait ri de ce rire méprisant que je connaissais si bien. Élise a choisi de se consacrer à sa famille. Les femmes, vous savez, elles finissent toujours par préférer les casseroles au bilan comptable. Philippe avait froncé les sourcils. Il se souvenait de moi, de mes compétences, de mon ambition. Élise était la meilleure analyste financière de sa génération. Elle aurait pu diriger n'importe quelle entreprise. Aurait pu, avait insisté Marc. Mais maintenant, elle est épanouie dans son rôle de mère, n'est-ce pas, chérie? J'avais souri, acquiescé, et j'étais retourné à la cuisine. Mais quelque chose s'était brisé en moi ce soir-là. Cette humiliation publique devant des hommes qui m'avaient respecté avait été le déclencheur. J'avais attendu que les invités partent, puis j'avais annoncé à Marc que je voulais le divorce. Sa réaction avait été exactement celle que j'attendais. Rire, mépris, condescendance. Tu veux me quitter avec quel argent? Tu n'as rien, Élise. Pas de travail, pas d'économie, pas de réseau. Qui voudrait embaucher une femme de 36 ans qui n'a pas travaillé depuis 3 ans? Il avait raison sur un point. Je n'avais plus de réseau professionnel. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car il avait oublié un détail important. Avant de devenir sa femme, j'étais Élise Moreau, et les Moreau n'étaient pas n'importe qui dans le monde des affaires. Mon père, Pierre Moreau, avait fondé l'un des plus importants fonds d'investissement français. À sa mort, 5 ans plus tôt, j'avais hérité de ses parts, mais aussi de ses relations. Ma mère, Catherine, siégeait dans une dizaine de conseils d'administration. Mon frère, Antoine, dirigeait une banque d'affaires. J'avais un carnet d'adresses que Marc ne pouvait même pas imaginer. Mais j'avais un problème, l'argent. Mes parts dans le fonds étaient bloquées dans un trust familial jusqu'à mes 40 ans. J'avais bien quelques économies personnelles, mais elles étaient dérisoires face à ce que je voulais accomplir. Il me fallait trouver une autre solution. C'est là que j'ai pensé à ma grand-mère Marguerite. Elle était morte l'année précédente, à 92 ans, et m'avait légué sa maison de Neuilly. Une belle propriété, certes, mais qui nécessitait d'importants travaux. J'avais proposé à Marc de la vendre, mais il avait refusé. Trop de démarches, trop de taxes. On verra plus tard. En réalité, Marc ignorait toute cette succession. Ma grand-mère avait été maligne. Elle avait tout légué directement à mon nom de jeune fille, Marguerite Dubois. Sur les papiers officiels, j'étais la seule héritière sous ce nom-là. Marc ne savait même pas que j'avais porté ce nom avant mon mariage. J'avais discrètement fait estimer la propriété. 3 millions d'euros, plus que suffisant pour mes projets. J'avais pris contact avec un notaire, Maître Bertrand, qui avait connu mon père. Il avait été très discret, très efficace. En quelques semaines, la vente était bouclée. Mais je ne voulais pas simplement partir. Je voulais que Marc comprenne, que tous ces hommes qui m'avaient méprisé comprennent qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. J'avais un plan, et ce plan nécessitait de la patience. J'avais commencé par reconstituer mon réseau discrètement. Appels téléphoniques depuis la bibliothèque municipale, rendez-vous dans des cafés loin de chez nous. Mes anciens collègues, mes anciens clients, les amis de mes parents. J'avais été surprise de constater à quel point ils étaient contents de me revoir. « Élise, où étais-tu passée? On t'a cherché partout. Ton mari disait que tu ne voulais plus entendre parler du monde des affaires. » Marc avait menti. Il avait systématiquement coupé les ponts entre moi et mon ancienne vie. Email supprimé, numéro de téléphone changé, invitation déclinée en mon nom. Il avait construit ma prison avec une efficacité redoutable. Mais les murs de cette prison étaient sur le point de s'écrouler, car pendant que Marc me croyait docile et soumise, j'avais monté une opération qui allait changer nos vies à tous les deux.
Cette opération avait commencé par une simple conversation avec Philippe Castillon. Philippe dirigeait un fonds d'investissement spécialisé dans les rachats d'entreprises. Quand je lui avais exposé ma situation, il avait été horrifié. « Marc, t'as fait cela ? Mais c'est abominable. Tu es une des femmes les plus brillantes que je connaisse. » J'avais alors proposé mon marché. J'avais 3 millions d'euros à investir, et je connaissais une entreprise qui valait exactement ce prix-là. Une entreprise en pleine croissance, avec d'excellents résultats, mais dont le dirigeant était trop arrogant pour voir les signes avant-coureurs d'une OPA, l'entreprise de Marc. Philippe avait d'abord refusé. « Élise, c'est ton mari. Je ne peux pas faire cela. » « Philippe, vous connaissez la règle en affaires. Les sentiments n'ont pas leur place. Marc a bâti son succès sur mon travail, sur mes relations, sur mes idées. Il est temps qu'il apprenne ce que signifie vraiment le monde des affaires. » J'avais passé des mois à éplucher les comptes de l'entreprise de Marc. J'avais accès à tous ses dossiers depuis la maison. Il ne se méfiait pas. J'avais analysé chaque contrat, chaque investissement, chaque flux de trésorerie. L'entreprise était prospère, mais elle avait une faiblesse. Elle dépendait trop de quelques gros clients, des clients que j'avais amenés à Marc au début de notre mariage. J'avais discrètement repris contact avec ces clients, pas pour nuire à Marc, du moins pas directement. Juste pour leur rappeler qui j'étais, ce que j'avais fait pour eux par le passé. La plupart étaient étonnés d'apprendre que j'avais arrêté de travailler. Ils pensaient que j'étais toujours active dans l'entreprise de Marc. « Vous devriez monter votre propre structure, Élise. Avec votre expérience, vous pourriez nous proposer des services que Marc ne peut pas offrir. » L'idée avait fait son chemin. J'avais créé une société de conseil discrètement, avec l'aide de Maître Bertrand. Une société domiciliée chez ma mère pour éviter que Marc ne découvre quoi que ce soit. Une société qui proposait exactement les mêmes services que celle de Marc, mais avec une approche plus personnalisée, plus humaine. Les premiers contrats étaient arrivés rapidement. Mes anciens clients étaient ravis de retrouver leur vraie interlocutrice. En quelques semaines, j'avais récupéré plus de la moitié du chiffre d'affaires de Marc. Lui ne comprenait pas ce qui se passait. « C'est étrange, chérie. Plusieurs gros clients m'ont dit qu'ils préféraient travailler avec des structures plus petites, plus flexibles. Mais ce ne sont que des modes, ça va passer. » Ils ne savaient pas que ces structures plus petites et plus flexibles, c'était moi. Pendant ce temps, Philippe montait son dossier de rachat. Il avait réuni un consortium d'investisseurs, tous des gens que je connaissais. Ils étaient ravis de participer à cette opération, d'autant plus que j'avais garanti que la transition se ferait en douceur. Élise reprendra la direction opérationnelle, avait expliqué Philippe. Elle connaît l'entreprise mieux que quiconque. Marc ne se doutait de rien. Il continuait à me traiter comme sa petite femme au foyer, me donnant l'argent du ménage avec condescendance, me demandant si j'avais pensé à acheter son journal préféré. Il organisait même des réunions de travail à la maison, me demandant de préparer du café pour ses vrais collaborateurs. C'était exactement ce que je voulais, car plus Marc me méprisait, plus il se détendait, plus il baissait sa garde, plus il commettait d'erreurs. Il avait même commencé à critiquer ouvertement devant moi, parlant de ses employés comme s'ils étaient quantité négligeable. « Ces idiots ne comprennent rien à la stratégie d'entreprise, » disait-il. « Heureusement que je suis là pour prendre les vraies décisions. » J'avais su que le moment était venu lorsque Marc avait organisé cette réunion avec ses cadres supérieurs. Une réunion dans laquelle il devait annoncer son plan de développement pour les 3 prochaines années. Un plan ambitieux qui nécessitait de gros investissements et l'embauche de 50 nouveaux employés. J'étais dans la cuisine, préparant le café comme d'habitude, quand j'avais entendu Marc exposer sa vision. Il était confiant, sûr de lui. Il parlait de conquérir de nouveaux marchés, de doubler son chiffre d'affaires. Ses collaborateurs l'écoutaient avec respect, posaient des questions pertinentes. C'était le Marc que j'avais connu au début, celui dont j'étais tombée amoureuse. Mais ce Marc-là n'existait plus. Il avait été remplacé par un homme qui humiliait sa femme, qui s'attribuait le mérite du travail des autres, qui croyait que la réussite était due à son seul talent. Un homme qui était sur le point de découvrir que le monde des affaires pouvait être très cruel avec ceux qui manquaient d'humilité. Le rachat avait été finalisé la veille. Philippe avait été d'une discrétion exemplaire. L'opération s'était déroulée en quelques heures. Tous les documents avaient été signés chez le notaire. Marc était désormais employé de sa propre entreprise sans le savoir. J'ai posé la tasse de café devant lui comme je l'avais fait tous les matins depuis 3 ans. Mais cette fois, c'était différent.
Cette fois, j'avais le sourire. Merci, chérie, avait dit Marc sans lever les yeux de ses dossiers. Tu peux y aller maintenant, nous avons des choses importantes à discuter. Je suis retournée à la cuisine, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte. Je voulais entendre la suite. Alors, Marc, ce plan de développement, c'est du solide, avait demandé Jean-Pierre. J'ai tous les financements nécessaires. D'ailleurs, je vais pouvoir me passer de certains clients qui deviennent trop exigeants. Il faut savoir évoluer, ne pas rester prisonnier du passé. Les clients trop exigeants, c'étaient ceux qui travaillaient maintenant avec moi. Marc ne le savait pas encore, mais son chiffre d'affaires allait chuter de moitié dès le mois suivant. Et côté personnel, Marc, ta femme ne reprendra jamais d'activité professionnelle. C'est là que Marc avait éclaté de rire. Ce rire que j'entendais maintenant résonner dans tout l'open space. Ma femme au foyer croit pouvoir me quitter. Avec quel argent? J'ai posé doucement ma tasse de café. Le moment était venu. J'ai poussé la porte de la cuisine et je suis entrée dans le bureau avec ce sourire que Marc ne m'avait plus vu depuis des mois. Chérie, as-tu vérifié qui a racheté ton entreprise hier? Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. J'ai vu Jean-Pierre pâlir le premier. Puis Marc s'est mis à trembler quand il a réalisé que je n'étais plus la femme docile qu'il croyait contrôler. Il venait de comprendre qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne et que sa vie, telle qu'il la connaissait, venait de basculer pour toujours. Le tremblement de Marc était visible maintenant. Ses mains serraient si fort son stylo que ses jointures étaient devenues blanches. Jean-Pierre et les autres cadres échangeaient des regards nerveux, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais sentant que l'atmosphère venait de changer radicalement. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élise ?» La voix de Marc était étranglée, comme s'il avait du mal à articuler. J'ai sorti de ma poche l'acte de vente que maître Bertrand m'avait remis la veille. Un document officiel avec tous les cachets et signatures nécessaires. Je l'ai posé délicatement sur la table devant Marc. Je veux dire que depuis hier, 17 heures précises, tu ne diriges plus cette entreprise. Tu y travailles. Marc a saisi le document, ses yeux parcourant rapidement les premières lignes. J'ai vu son visage se décomposer au fur et à mesure qu'il comprenait. Jean-Pierre s'était levé et regardait par-dessus son épaule, incrédule. Société de conseil Moreau Dubois. Acquisition de 100% des parts de solutions informatiques de la Croix. Montant de l'opération, 3 millions d'euros. Tu as changé de nom, a murmuré Marc. J'ai repris mon nom, Marc. Mon vrai nom. Celui que tu m'avais fait oublier. J'ai tiré une chaise et je me suis assise à la table, face à ces hommes qui, quelques minutes plus tôt, me considéraient comme une quantité négligeable. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais une apparition. Messieurs, je pense que nous devons reprendre cette réunion depuis le début. Permettez-moi de me présenter, Élise Moreau-Dubois, nouvelle propriétaire de cette entreprise. Le silence était assourdissant. Marc fixait toujours l'acte de vente, comme s'il espérait que les mots allaient se transformer sous ses yeux. C'est impossible, finit-il par murmurer. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. C'est exactement ce que tu voulais que je croie, Marc. Et pendant 3 ans, j'ai joué le jeu. J'ai été la parfaite femme au foyer, docile et soumise. Mais contrairement à ce que tu pensais, je n'ai jamais cessé d'être Élise Moreau. J'ai regardé Jean-Pierre, qui était resté debout, visiblement sous le choc. Jean-Pierre, vous vous souvenez de moi? Nous avons travaillé ensemble sur le dossier Technologie Plus, il y a 5 ans. C'était moi qui avais négocié le contrat avec eux. Jean-Pierre a hoché la tête lentement. Oui, je me souviens. Mais Marc nous avait dit que... Marc vous avait dit que j'avais décidé de me retirer du monde des affaires. C'était un mensonge. Marc m'a isolé, coupé de mes contacts, de ma vie professionnelle. Il a construit ma prison avec une efficacité remarquable. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une liasse de documents. Voici les contrats que j'ai signés ces derniers mois. Technologie Plus, Innovation Système, Développement numérique. Tous vos plus gros clients, messieurs. Ils travaillent maintenant avec ma société. Marc a enfin levé les yeux du document. Son visage était livide. Tu m'as volé mes clients. Tes clients, Marc. J'ai ri. Ces entreprises étaient mes clientes bien avant que tu ne les rencontres. C'est moi qui t'avais présenté à leurs dirigeants. C'est moi qui avais négocié les premiers contrats. Tu as juste profité de mon travail. J'ai posé un autre document sur la table.
Voici l'état des finances de l'entreprise au 31 décembre dernier. Et voici les prévisions pour cette année, en tenant compte des contrats qui ne seront pas renouvelés. Jean-Pierre s'est penché sur les chiffres. Son expression s'est assombrie. Mais c'est catastrophique. Nous perdons plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Effectivement, ai-je confirmé. L'entreprise que Marc dirigeait hier était prospère. L'entreprise que je rachète aujourd'hui est en difficulté. C'est pour cela que j'ai pu l'acquérir à un prix aussi intéressant. Marc s'était levé brusquement, renversant sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. J'ai travaillé 10 ans pour en arriver là. Assieds-toi, Marc. Ma voix était calme mais ferme. Tu n'es plus en position de donner des ordres ici. Il est resté debout, tremblant de rage. Je vais contester cette vente. Je vais faire annuler. Sur quel motif? J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Philippe? Oui, c'est moi. Pouvez-vous venir? J'ai besoin de vous pour expliquer la situation aux anciens dirigeants. Philippe Castillon est arrivé 10 minutes plus tard, accompagné de Maître Bertrand. Marc les a reconnus immédiatement. Philippe avait été invité à plusieurs de nos dîners. Maître Bertrand était le notaire qui avait rédigé notre contrat de mariage. Bonjour, Marc, a dit Philippe en entrant. J'espère que vous n'êtes pas trop surpris par cette acquisition. Philippe, vous ne pouvez pas faire cela. Élise est ma femme, il y a conflit d'intérêts. Maître Bertrand a ouvert sa serviette et en a sorti plusieurs documents. Monsieur Delacroix, j'ai ici tous les éléments nécessaires pour vous rassurer sur la légalité de cette opération. Madame Moreau-Dubois a agi en son nom propre, avec ses propres fonds. Il n'y a aucun conflit d'intérêts. Ses propres fonds? Quels fonds? Elle n'a pas un euro. Détrompez-vous, a repris le notaire. Madame Moreau-Dubois a hérité de sa grand-mère une propriété qu'elle a vendue récemment. Elle a également des revenus provenant de sa nouvelle activité de conseil. Tous ces revenus sont parfaitement déclarés et légaux. J'ai regardé Marc avec ce sourire que j'avais perfectionné pendant des mois. Tu vois, Marc, pendant que tu me croyais à la maison en train de faire la cuisine, je reconstruisais ma vie. J'ai créé ma propre société. J'ai récupéré mes clients. J'ai généré suffisamment de revenus pour financer cette acquisition. Mais c'est impossible. Je surveille tous nos comptes. Je sais tout ce que tu fais. Tu surveilles les comptes communs, Marc. Tu surveilles mes dépenses quotidiennes. Mais tu as oublié un détail. Je ne suis pas que ta femme, je suis aussi Élise Moreau, héritière de Pierre Moreau, petite fille de Marguerite Dubois. J'ai une identité en dehors de notre mariage. J'ai fait signe à Philippe, qui a sorti un organigramme. Voici la nouvelle structure de l'entreprise. Philippe Castillon préside le conseil d'administration. Je suis directrice générale. Marc, tu conserves ton poste de directeur technique, avec un salaire de cadre supérieur. Tes responsabilités se limitent désormais à la supervision des équipes informatiques. Marc a regardé l'organigramme, incrédule. Tu me rétrogrades dans ma propre entreprise. Dans mon entreprise, Marc. Et je suis généreuse. Je te garde. J'aurais pu te licencier pour faute grave. Quelle faute grave? J'ai ouvert un dossier que j'avais préparé. Détournement de clientèle. Utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Harcèlement moral envers un employé, ton épouse. Jean-Pierre et les autres cadres échangeaient des regards embarrassés. Ils commençaient à comprendre ce qui s'était passé. Marc avait utilisé son pouvoir pour m'isoler, pour me faire disparaître de la vie professionnelle. Messieurs, ai-je continué, je vous propose de reprendre cette réunion, mais cette fois, nous allons parler de la vraie situation de l'entreprise et de ce que nous allons faire pour la sauver. J'ai sorti mes propres documents, un plan de redressement que j'avais préparé avec Philippe. Première étape, récupérer les clients perdus. J'ai déjà commencé ce travail. Deuxième étape, diversifier nos activités. J'ai des contacts dans des secteurs que Marc n'a jamais explorés. Quel secteur? A demandé Jean-Pierre, qui semblait reprendre ses esprits. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, les solutions cloud pour les PME, des marchés en pleine expansion où nos compétences peuvent faire la différence. Marc s'était rassis, mais il continuait à fixer l'organigramme. Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Depuis combien de temps?
Depuis que tu m'as humilié devant Philippe, il y a 6 mois. Ce soir-là, j'ai compris que tu ne changerais jamais, que tu continuerais à me voir comme ta propriété, ton objet décoratif. Élise, écoute-moi. La voix de Marc avait changé. Il n'était plus arrogant, plus condescendant. Il était suppliant. Non, Marc, j'ai écouté pendant 3 ans. J'ai écouté tes humiliations, tes mépris, tes mensonges. Maintenant, c'est ton tour d'écouter. J'ai regardé les cadres autour de la table. Messieurs, je vais être franche avec vous. Cette entreprise est en difficulté à cause de la gestion de Marc. Il a misé sur quelques gros clients au lieu de diversifier. Il a négligé l'innovation au profit de la rentabilité à court terme. Il a créé une culture d'entreprise toxique où les femmes n'ont pas leur place. Ce n'est pas vrai, a protesté Marc. J'ai toujours respecté mes employés. Vraiment? Combien de femmes dans votre équipe de direction, Marc? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous le savions tous. Il n'y avait aucune femme dans l'équipe dirigeante. Et combien de femmes avez-vous recruté ces 3 dernières années pour des postes de responsabilité? Silence encore. Marc détournait le regard. Je vais vous dire combien. 0. Marc a systématiquement écarté les candidatures féminines sous prétexte que les femmes étaient moins fiables parce qu'elles risquaient de prendre des congés maternité. J'ai sorti un autre document. Voici les CV des candidats que Marc a refusés ces dernières années. Regardez les profils, les compétences. Certaines de ces femmes dirigent aujourd'hui des entreprises concurrentes. Jean-Pierre parcourait les CV, l'air de plus en plus mal à l'aise. Mais Marc nous avait dit que nous n'avions pas trouvé de candidats qualifiés. Marc vous a menti, comme il m'a menti, comme il s'est menti à lui-même. J'ai regardé mon mari, cet homme que j'avais aimé, qui était devenu un étranger. Marc, tu as eu peur. Peur que je te fasse de l'ombre. Peur que d'autres femmes te fassent de l'ombre. Alors, tu as choisi de nous écarter plutôt que de nous affronter à armes égales. Élise, Tu quoi, Marc? Tu es désolé? Tu ne pensais pas à mal. Tu voulais juste me protéger. Il a baissé la tête. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait sincèrement touché. J'ai peut-être eu tort, a-t-il murmuré. Peut-être. J'ai ri, mais sans méchanceté. Marc, tu as détruit ma carrière. Tu as détruit ma confiance en moi. Tu as failli détruire ma vie. J'ai regardé l'heure. Messieurs, je pense que nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Je vous propose de reprendre cette réunion demain matin à 9 heures. Nous aurons toute la journée pour étudier le plan de redressement. Les cadres ont commencé à rassembler leurs affaires, visiblement troublés par ce qu'ils venaient d'apprendre. Jean-Pierre s'est approché de moi. Élise, je ne savais pas. Si j'avais su ce que Marc vous faisait subir. Vous n'auriez rien fait, Jean-Pierre, parce que vous ne voyez pas le problème. Pour vous, j'étais juste la femme de Marc, celle qui préparait le café et servait les petits fours. Il a rougi. C'est vrai. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez meilleur. Nous allons travailler ensemble maintenant, et les choses vont changer. Quand tout le monde est parti, Marc et moi nous sommes retrouvés seuls dans le bureau. Il était resté assis, fixant toujours l'organigramme. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Tu veux me détruire? Non, Marc, je veux que tu comprennes. Je veux que tu réalises ce que tu as fait. Tu as fait des erreurs. J'ai fait des choix. Des choix conscients, délibérés. Tu as choisi de me réduire au silence plutôt que de m'écouter. Tu as choisi de m'isoler plutôt que de me soutenir. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. L'open space était vide maintenant. Les employés étaient partis déjeuner. Dans quelques heures, ils apprendraient la nouvelle. Leur patron avait été racheté par sa femme. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Marc? Ce n'est pas que tu m'aies humilié, ce n'est pas que tu m'aies isolé, c'est que tu aies cru que j'étais assez stupide pour ne pas m'en rendre compte. Élise, tu as cru que j'allais accepter indéfiniment d'être ton faire-valoir, ta petite femme décorative. Tu as cru que j'allais oublier qui j'étais avant de te rencontrer. Je me suis retournée vers lui. Tu sais quoi, Marc? Au début, j'ai vraiment cru que tu m'aimais, que tu voulais me protéger. Mais tu ne m'as jamais aimé. Tu as aimé l'idée de posséder une femme brillante, de pouvoir dire « Regardez ma femme, elle est intelligente, elle réussit ». Et quand j'ai cessé d'être un trophée pour devenir une personne,
Tu as voulu me faire taire. Marc avait les larmes aux yeux maintenant. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, Élise. Je t'ai toujours aimé. Tu aimes l'idée de moi, Marc. Tu aimes l'image que je renvoyais. Mais tu n'as jamais aimé la vraie Élise, celle qui avait des opinions, des ambitions, des rêves. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Je rentre à la maison. J'ai des choses à préparer pour demain. Élise, attends. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Quoi, Marc? Qu'est-ce qu'on devient, nous? Notre couple, notre famille. J'ai fermé les yeux un instant. C'était la question que je redoutais, celle que je ne voulais pas entendre. Je ne sais pas, Marc. Je ne sais vraiment pas. Tu veux toujours divorcer. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu réalises ce que tu as fait, et après, nous verrons. J'ai ouvert la porte. Au fait, Marc, ce soir, c'est toi qui prépares le dîner. J'ai du travail. Je suis sortie en laissant la porte ouverte. Derrière moi, j'entendais Marc pleurer. Pour la première fois depuis des années, j'avais pitié de lui, mais ce n'était plus mon problème. En traversant l'open space, j'ai croisé plusieurs employés qui revenaient de déjeuner. Ils me regardaient avec curiosité, certains avec respect. La nouvelle avait déjà commencé à circuler. Madame Delacroix. Une jeune femme s'est approchée de moi. Je suis Sophie. Je travaille au service comptabilité. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que vous avez racheté l'entreprise? C'est vrai, Sophie. Et c'est Madame Moreau-Dubois, maintenant. Elle a souri. Je voulais juste vous dire que je suis contente. Vraiment contente. Peut-être qu'enfin les choses vont changer ici. Qu'est-ce qui doit changer, Sophie? Elle a regardé autour d'elle, comme si elle avait peur qu'on l'entende. L'ambiance. Le fait qu'on ne nous prenne jamais au sérieux. Qu'on nous confie toujours les tâches les moins intéressantes. Plus maintenant, Sophie. Plus maintenant. J'ai continué mon chemin vers la sortie. Dans ma voiture, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Maman, c'est fait. J'ai repris l'entreprise de Marc. Et comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Il était sous le choc, mais il commence à comprendre. Et vous deux, votre mariage? Je ne sais pas, maman. Je ne sais vraiment pas. Pour le moment, je veux juste qu'il réalise ce qu'il a fait. Après, nous verrons. Tu sais que tu peux compter sur nous, ma chérie. Ton père aurait été fier de toi. J'ai raccroché en souriant. Papa aurait été fier. Effectivement, il m'avait appris que dans les affaires, il fallait parfois savoir être impitoyable. Mais il m'avait aussi appris qu'il ne fallait jamais perdre son humanité. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Marc dans la cuisine, tentant de préparer le dîner. Il avait l'air perdu, ne sachant pas par où commencer. J'ai eu envie de l'aider, par réflexe. Puis je me suis rappelé toutes les fois où il m'avait demandé de quitter la table pendant qu'il discutait affaires avec ses invités. Thomas est où? Ai-je demandé. Chez ta mère. Elle est venue le chercher cet après-midi. Bien sûr, maman avait tout organisé. Elle savait que cette soirée allait être difficile. J'ai regardé Marc s'activer, maladroit, incertain. Pour la première fois depuis des années, c'était lui qui avait besoin de moi, et non l'inverse. Marc. Oui. Tu veux que je t'aide? Il s'est arrêté, la spatule à la main. Tu veux bien? Oui. Mais pas comme avant. Pas comme ta bonne à tout faire. Comme ta partenaire. Il a hoché la tête, les yeux brillants. D'accord. Comme ma partenaire. Nous avons préparé le dîner ensemble, en silence. Pour la première fois depuis longtemps, nous étions égaux. Lui ne donnait plus d'ordre. Moi, je ne subissais plus. Nous étions juste deux personnes qui essayaient de préparer un repas. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère étrange, ni hostile ni chaleureuse, juste différente. Marc était humble, presque timide. Moi, j'étais fatiguée. Fatiguée de me battre, fatiguée de planifier, fatiguée de jouer un rôle. Élise. Oui. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne me rendais pas compte. Si, Marc, tu te rendais compte. Tu savais exactement ce que tu faisais. Il a baissé la tête. Tu as raison. Je savais, et j'ai continué quand même. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur que tu me quittes.
Peur que tu sois meilleur que moi. Peur de ne plus être indispensable. J'ai posé ma fourchette. Tu n'avais pas à avoir peur, Marc. J'étais amoureuse de toi. Je voulais construire quelque chose avec toi. Je sais. Et j'ai tout gâché. Oui, tu as tout gâché. Le silence est retombé. Dehors, la nuit était tombée. Dans quelques heures, nous retournerions au bureau. Mais cette fois, les rôles seraient inversés. Cette fois, c'est moi qui dirigerais, et Marc qui obéirait. Élise. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai regardé cet homme que j'avais épousé, qui était devenu mon geôlier, qui redevenait peut-être un être humain. Je ne sais pas, Marc. Je ne sais vraiment pas. Mais au fond de moi, je commençais à avoir une idée. Une idée qui allait changer nos vies à tous les deux. Une idée qui allait nous donner une seconde chance, si nous étions capables de la saisir. Je vais continuer avec la suite du texte. Voici la partie 2 paraphrasée. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 8 heures précises. Marc était déjà là, assis à son ancien poste de direction, mais cette fois dans un coin de l'open space. Il avait rassemblé ses affaires personnelles dans 2 cartons, quelques photos, des livres techniques, sa tasse préférée. L'image était saisissante. L'homme qui régnait en maître absolu la veille était devenu un simple employé en une nuit. J'ai pris possession du bureau de direction avec un mélange d'appréhension et de satisfaction. Les meubles étaient les mêmes, mais l'atmosphère avait complètement changé. À travers la cloison vitrée, je voyais les employés arriver un par un, chuchotant entre eux, jetant des regards curieux vers mon nouveau bureau et vers Marc dans son coin. Sophie, de la comptabilité, a été la première à frapper à ma porte. Madame Moreau-Dubois, excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'ai préparé un dossier que j'aimerais vous montrer. Entrez, Sophie. De quoi s'agit-il? Elle a posé un épais classeur sur mon bureau. J'ai analysé nos comptes des 3 dernières années. Il y a des choses que Monsieur Delacroix ne voulait pas entendre. J'ai ouvert le dossier. Sophie avait fait un travail remarquable, graphique, analyse, projection. Tout y était détaillé avec une précision chirurgicale. Regardez ici, a-t-elle dit en pointant un graphique. Nos marges se dégradent depuis 18 mois. Monsieur Delacroix refusait de diversifier notre clientèle. Il disait que c'était plus rentable de se concentrer sur les gros comptes. Et vous, qu'en pensiez-vous? Je pensais que c'était dangereux, trop de dépendance. J'avais préparé plusieurs notes pour le prévenir, mais il ne les lisait jamais. Il disait que les femmes ne comprenaient rien à la stratégie d'entreprise. J'ai continué à parcourir le dossier. Sophie avait identifié tous les problèmes que j'avais moi-même relevés, et bien d'autres encore. Cette jeune femme avait un sens aigu de l'analyse financière. Sophie, depuis combien de temps travaillez-vous ici? 4 ans, madame. J'ai commencé comme assistante comptable juste après mes études. Et vous n'avez jamais été promue. Elle a rougi légèrement. Monsieur Delacroix disait que j'étais trop jeune, que j'avais besoin d'expérience. Mais Thomas, qui a été embauché 6 mois après moi, est devenu chef comptable l'année dernière. Quelles sont les qualifications de Thomas? Un BTS comptabilité. Moi, j'ai un master en finance d'entreprise. J'ai refermé le dossier et j'ai regardé Sophie droit dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes directrice financière. Votre salaire sera réévalué en conséquence. Thomas redeviendra chef comptable sous votre autorité. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Mais madame, je quoi, Sophie? Vous pensez que vous n'êtes pas capable? Non, enfin si, je suis capable. C'est juste que personne ne m'a jamais fait confiance comme ça. Moi, je vous fais confiance. Ce dossier prouve que vous avez les compétences. Il ne vous manquait que l'opportunité. Sophie est sortie de mon bureau avec un sourire radieux. En quelques minutes, la nouvelle avait fait le tour de l'entreprise. La nouvelle patronne venait de promouvoir une femme à un poste de direction. Vers 10 heures, Jean-Pierre a frappé à ma porte. Il avait l'air nerveux, tenant une tasse de café comme un bouclier. Élise, enfin, Madame Moreau-Dubois, j'aimerais vous parler. Asseyez-vous, Jean-Pierre. Vous voulez discuter de votre avenir dans l'entreprise. Exactement. Je sais que j'ai commis des erreurs. J'aurais dû voir ce qui se passait avec Marc. J'aurais dû vous défendre. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il a soupiré, soudain très pâle.
Parce que c'était plus facile de fermer les yeux. Marc était mon patron, mon ami. Et vous, vous étiez juste la femme de Marc. Je ne vous voyais pas comme une personne à part entière. Au moins, il était honnête. Et maintenant? Maintenant, je réalise que j'ai été aveugle et lâche. J'ai étudié Jean-Pierre un moment. C'était un homme de 50 ans, compétent dans son domaine, mais qui n'avait jamais remis en question l'ordre établi. Il pouvait changer, à condition qu'on lui montre le chemin. Jean-Pierre, je vais vous donner une chance, mais à une condition. Plus jamais de discrimination, consciente ou inconsciente. Vous allez m'aider à changer la culture de cette entreprise. Vous allez être exemplaire. Je vous le promets. Alors, voici votre première mission. Je veux que vous organisiez une réunion avec toutes les équipes. Nous allons expliquer les changements, présenter la nouvelle organisation et répondre aux questions. Pendant que Jean-Pierre préparait la réunion, j'ai reçu un appel de Philippe Castillon. Élise, comment ça se passe? Pas trop de résistance. Ça va. Marc est sous le choc, mais il ne fait pas d'histoire. Les équipes sont curieuses, certaines plutôt enthousiastes. Et toi, comment tu te sens? Fatigué, mais bien. J'ai l'impression de revivre. Tu sais que cette histoire fait déjà parler dans le milieu? La femme au foyer qui rachète l'entreprise de son mari, c'est du jamais vu. Tant mieux, il faut que ça se sache. Il faut que d'autres femmes comprennent qu'elles ne sont pas obligées de subir. Après avoir raccroché, je suis allée voir Marc. Il était en réunion avec son équipe technique, expliquant les nouvelles procédures que j'avais mises en place. En me voyant approcher, il s'est levé. « Élise. Madame Moreau-Dubois, vous vouliez me voir? » « Oui, nous devons parler. » Nous nous sommes isolés dans une petite salle de réunion. Marc évitait mon regard, fixant ses mains jointes sur la table. « Comment ça se passe avec votre équipe? » « Bien. Ils sont un peu déstabilisés, mais ils comprennent. Au fond, rien ne change vraiment pour eux. »« Marc, regardez-moi. » Il a relevé la tête. Ses yeux étaient cernés. Il n'avait visiblement pas beaucoup dormi. « Comment vous sentez-vous? » « Humilié ?» a-t-il répondu sans détour. « Mais je suppose que je l'ai mérité. » « Vous le supposez? Non, je le sais. J'ai été un salaud avec vous. » « Pourquoi, Marc? Pourquoi avoir fait ça? » Il s'est passé la main dans les cheveux, geste que je lui connaissais bien quand il était embarrassé. « Parce que j'avais peur de vous perdre. » Et ironiquement, c'est exactement ce qui est arrivé. Vous ne m'avez pas perdu, Marc. Vous m'avez détruite. C'est différent. Je sais. Et je ne sais pas comment me faire pardonner. Peut-être qu'il ne s'agit pas de pardon, Marc. Peut-être qu'il s'agit de reconstruction. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous devons apprendre à nous voir différemment. Vous n'êtes plus mon mari tout-puissant qui décide de ma vie. Je ne suis plus votre petite femme docile qui attend vos ordres. Nous sommes deux personnes qui travaillent ensemble. Et à la maison. À la maison aussi. Fini le temps où je faisais tout et où vous preniez tout pour acquis. Nous allons partager les tâches, les responsabilités, les décisions. Marc a hoché la tête lentement. D'accord. Marc, une dernière chose. Si jamais je surprends encore une attitude machiste de votre part envers moi ou envers n'importe quelle femme de cette entreprise, vous êtes viré. C'est clair. Très clair. La réunion générale a eu lieu à 14 heures. Tous les employés étaient rassemblés dans la salle de conférence. Une quarantaine de personnes qui me regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. J'ai pris la parole sans note, parlant du cœur. Bonjour à tous. Je suis Élise Moreau-Dubois, votre nouvelle directrice générale. Je sais que certains d'entre vous me connaissent comme la femme de Marc, mais j'aimerais que vous appreniez à me connaître autrement. J'ai raconté mon parcours, ma carrière, mes compétences. J'ai expliqué pourquoi j'avais racheté l'entreprise, sans entrer dans les détails de ma vie privée, mais en étant clair sur les problèmes de management qui existaient. Cette entreprise a des atouts formidables, des équipes compétentes, des technologies de pointe, une réputation solide. Mais elle a aussi des faiblesses, une culture trop rigide, un manque de diversité, une résistance au changement. J'ai présenté mon plan de redressement, diversification des activités, amélioration des conditions de travail, politique de promotion basée sur les compétences et non sur le genre ou l'ancienneté. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. C'est normal,
Le changement fait peur. Mais je vous promets une chose. Si vous jouez le jeu, si vous vous investissez dans cette transformation, vous ne le regretterez pas. Les questions ont fusé. Certaines étaient techniques, d'autres plus personnelles. Une employée du service client a levé la main. Madame, est-ce que c'est vrai que Monsieur Delacroix refusait de recruter des femmes à des postes de responsabilité? Le silence s'est fait dans la salle. Tous les regards se sont tournés vers Marc, qui était assis au fond, rouge de honte. C'est vrai, ai-je répondu simplement. Mais ce temps-là est révolu. Désormais, les promotions se feront au mérite. Point final. Un jeune homme du service informatique a pris la parole. Et si ça ne marche pas, si l'entreprise fait faillite? Si ça ne marche pas, nous coulerons ensemble. Mais je préfère prendre des risques pour changer les choses plutôt que de continuer dans une voie qui nous menait droit dans le mur. La réunion s'est terminée dans une ambiance plutôt positive. Les employés discutaient entre eux. Certains semblaient enthousiastes, d'autres réservés. C'était normal. En fin d'après-midi, j'ai reçu la visite de Pauline Mercier, une ancienne collègue que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Elle dirigeait maintenant une importante société de conseil en ressources humaines. Élise, j'ai appris la nouvelle. Tout le milieu en parle. Tu es devenue une légende. Une légende? N'exagérons rien. Si. La femme qui reprend l'entreprise de son mari qui la méprisait. C'est du Shakespeare. Nous avons ri. Depuis longtemps, j'avais l'impression de retrouver l'ancienne Élise, celle d'avant Marc. Pauline, j'ai besoin de tes conseils. Je veux transformer cette entreprise, mais je ne veux pas faire d'erreur. Qu'est-ce que tu veux changer en priorité? La culture d'entreprise, l'égalité homme-femme, le management participatif, tout. Pauline a sifflé. Ambitieux, mais faisable. Tu as pensé à faire appel à un cabinet externe pour t'accompagner? Tu serais intéressé? Moi, pour t'aider à révolutionner le management français? Tu plaisantes? Bien sûr que je suis intéressé. Nous avons passé 2 heures à élaborer un plan d'action, formation des managers, mise en place d'un comité de pilotage, enquête de satisfaction interne, politique de recrutement non discriminante. Pauline connaissait son métier sur le bout des doigts. Une question, Élise, et Marc dans tout ça, comment il réagit? Il fait son chemin. Il sera long. Tu veux le récupérer? Je ne sais pas. Pour le moment, je veux qu'il apprenne à me respecter. Après, nous verrons. Le soir, je suis rentrée à la maison, épuisée mais satisfaite. Marc était dans la cuisine, préparant le dîner comme convenu. Thomas jouait dans le salon, insouciant des bouleversements qui agitaient la vie de ses parents. Papa, maman, regardez ce que j'ai fait à l'école. Notre fils brandissait un dessin représentant une famille. Papa, maman et lui au milieu. Mais sur le dessin, maman était plus grande que papa. Pourquoi maman est plus grande? A demandé Marc. Parce que maintenant, c'est maman la chef. Marc et moi nous sommes regardés. Thomas avait tout compris avec cette clairvoyance des enfants. Tu n'es pas triste que papa ne soit plus le chef? Ai-je demandé à mon fils. Non. De toute façon, maman, tu étais plus intelligente que papa. Je l'ai toujours su. Marc a éclaté de rire. Un rire sincère, pour la première fois depuis longtemps. Il a raison, tu sais. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Marc. Oui. Non, c'est vrai. J'ai mis 3 ans à l'admettre. Mais c'est vrai. Pendant le dîner, Marc m'a raconté sa journée. Comment ses équipes l'avaient regardé différemment, comment il avait dû s'expliquer, comment il avait réalisé que certains de ses employés le respectaient moins qu'avant. Il me voit comme un homme qui s'est fait avoir par sa femme, a-t-il dit. Ils ont tort, Marc. Vous ne vous êtes pas fait avoir. Vous avez sous-estimé quelqu'un, et vous en payez les conséquences. C'est différent. Comment puis-je regagner leur respect? En étant exemplaire, en montrant que vous avez changé, en méritant votre place dans cette nouvelle organisation. Après le dîner, nous avons couché Thomas ensemble. Pour la première fois depuis des mois, nous avons partagé ce moment sans tension, sans arrière-pensée, juste 2 parents qui s'occupent de leur enfant. Une fois Thomas endormi, nous nous sommes retrouvés dans le salon. Marc s'est assis en face de moi, les mains sur les genoux. Élise, je voudrais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une chance pour que nous redevenions un couple? Un vrai couple?
J'ai regardé cet homme que j'avais épousé 5 ans plus tôt. Il avait vieilli, mais pas seulement physiquement. Il y avait dans ses yeux une humilité que je n'y avais jamais vue. Marc, pendant 3 ans, vous m'avez traité comme votre propriété. Vous avez détruit ma confiance en moi, ma carrière, ma personnalité. Vous pensez qu'on efface ça en quelques jours? Non. Je sais que ça prendra du temps, beaucoup de temps, et ça nécessitera des changements profonds de votre part. Je suis prêt à changer. Je vous le jure. Marc, ne me jurez rien. Montrez-moi, jour après jour. Prouvez-moi que vous avez changé. Et si j'y arrive, si je prouve que je peux être l'homme que vous méritez, alors nous verrons. Mais Marc, une chose doit être claire. Je ne redeviendrai jamais la femme que j'étais avant. Cette Élise-là est morte. Si nous devons reconstruire quelque chose, ce sera avec la nouvelle Élise, celle qui dirige une entreprise, qui prend des décisions, qui refuse de se taire. J'aime déjà cette nouvelle Élise, a-t-il murmuré. Vraiment. Elle me fait peur, mais je l'aime. Nous sommes restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la nuit était tombée sur cette journée qui avait changé nos vies. Marc. Oui. Demain, nous commençons vraiment. Au bureau et à la maison. Vous êtes prêts? Je suis prêt. J'ai regardé mon mari, cet homme brisé qui tentait de se reconstruire, et j'ai eu un sentiment étrange. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. De l'espoir, peut-être. L'espoir que nous pourrions tous les deux devenir de meilleures personnes. L'espoir que notre histoire pourrait avoir une seconde chance. Mais il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vais maintenant paraphraser la 3e partie du texte. 6 mois plus tard, l'entreprise avait un visage complètement différent. Sophie excellait dans son rôle de directrice financière, ayant mis en place des systèmes de suivi qui nous permettaient d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir. 3 autres femmes avaient été promues à des postes de responsabilité, et notre politique de recrutement avait attiré des talents que nous n'aurions jamais pu espérer auparavant. Le chiffre d'affaires, après une chute initiale de 40%, remontait progressivement. Nous avions diversifié nos activités, développé de nouveaux services, et surtout, nous avions créé une réputation d'entreprise innovante et respectueuse de ses employés. Les candidatures spontanées affluaient, et plusieurs de nos concurrents essayaient de débaucher nos équipes. Marc avait tenu ses promesses. Il était devenu un manager exemplaire, patient avec ses équipes, à l'écoute des suggestions, particulièrement attentif aux femmes de son service. Au début, certains avaient cru à de la comédie, mais sa transformation semblait sincère et durable. Il ne parlait plus jamais négativement des femmes, ne faisait plus de remarques déplacées, et avait même proposé plusieurs candidatures féminines pour des postes techniques. Notre relation personnelle évoluait plus lentement. Nous vivions toujours sous le même toit, mais dans des chambres séparées. Marc respectait scrupuleusement nos nouveaux accords, partage des tâches ménagères, des responsabilités parentales, des décisions familiales. Il n'essayait plus de me contrôler, ne commentait plus mes choix vestimentaires ou professionnels, ne m'interrompait plus quand je parlais. Parfois, je surprenais dans ses yeux cette lueur d'espoir, cette question silencieuse. Est-ce que je fais assez? Est-ce que nous avançons? Mais il ne me pressait jamais, ne me demandait jamais où nous en étions. Il avait compris que cette reconstruction devait se faire à mon rythme. Le déclic est venu un mardi soir de novembre. Thomas était malade, rien de grave, mais suffisamment pour qu'il faille rester auprès de lui. Marc était rentré plus tôt du bureau, avait pris sa température, préparé ses médicaments, lui avait lu des histoires. En le voyant s'occuper de notre fils avec tant de tendresse, j'ai revu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Marc. Oui. Il était assis au bord du lit de Thomas, qui s'endormait enfin. Merci. Pourquoi? Pour avoir changé. Pour avoir essayé. Il m'a regardé avec surprise. C'était la première fois depuis des mois que je lui exprimais une forme de reconnaissance. Élise, j'ai quelque chose à vous dire. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, face à face comme tant de fois ces derniers mois, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Je voulais vous remercier. Me remercier? Pourquoi? Pour m'avoir sauvé. Pour nous avoir sauvés. Marc. Non, laissez-moi finir. J'étais en train de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un de mesquin, de méprisant, de détestable. Vous m'avez obligé à me regarder en face. Vous m'avez donné une leçon d'humilité dont j'avais besoin.
Vous avez failli me détruire, Marc. Je sais. Et je ne me le pardonnerai jamais. Mais vous étiez plus forte que moi, plus intelligente que moi. Vous avez trouvé un moyen de nous sauver tous les deux. J'ai observé Marc un moment. Il avait maigri, ses cheveux grisonnaient aux tempes. Mais il y avait dans son regard une sincérité que je n'y avais plus vue depuis longtemps. Marc, je dois vous avouer quelque chose. Quoi? Au début, c'était de la vengeance. Je voulais vous humilier comme vous m'aviez humilié. Je voulais que vous compreniez ce que j'avais ressenti. Et maintenant? Maintenant, je pense que nous avons peut-être une chance. Une vraie chance de reconstruire quelque chose. Les yeux de Marc se sont illuminés. Vous voulez dire? Je veux dire que je suis prête à essayer. Pas de recommencer comme avant, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'égalitaire. Marc s'est levé, a fait quelques pas vers moi, puis s'est arrêté. Est-ce que je peux? Est-ce que vous me permettriez de vous prendre dans mes bras? J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête. Marc s'est approché doucement, m'a entouré de ses bras avec une délicatesse infinie, comme s'il avait peur que je disparaisse. J'ai senti sa chaleur, son parfum familier, et quelque chose s'est dénoué en moi. Je vous aime, Élise. Je vous aime vraiment. Moi aussi, Marc. Mais ce sera différent cette fois. Je sais. Et c'est exactement ce que je veux. Nous avons passé la soirée à parler, vraiment parler pour la première fois depuis des années. Marc m'a raconté ses peurs, ses insécurités, les raisons qui l'avaient poussé à me contrôler. Moi, je lui ai expliqué ma douleur, ma frustration, ma sensation d'étouffement. Nous avons pleuré ensemble, ri ensemble, et lentement, très lentement, nous avons commencé à nous retrouver. Ce n'était que le début. Il nous faudrait encore des mois, peut-être des années, pour reconstruire complètement notre relation. Nous avons suivi une thérapie de couple. Marc a consulté un psychologue pour comprendre ses mécanismes de domination. Moi, j'ai appris à faire confiance à nouveau, à ne plus voir chaque geste de Marc comme une tentative de reprise de contrôle. 1 an après le rachat, l'entreprise était méconnaissable. Nous avions embauché 50 nouvelles personnes, ouvert un bureau à Lyon, développé 3 nouvelles gammes de services. Notre politique d'égalité professionnelle était devenue un modèle dans le secteur, et j'étais régulièrement invitée à témoigner dans des conférences. Marc était redevenu un atout pour l'entreprise. Ses compétences techniques étaient indéniables, et sa transformation personnelle en faisait un manager apprécié. Il ne cherchait plus à retrouver son ancien statut de patron, semblait même plus épanoui dans son rôle de directeur technique. Notre couple aussi avait trouvé un nouvel équilibre. Nous avions réintégré la même chambre, mais nos rapports étaient basés sur le respect mutuel et l'égalité. Marc ne prenait plus de décisions importantes sans me consulter. Je ne me sentais plus obligée de jouer un rôle pour lui plaire. Nous étions devenus de vrais partenaires, tant dans la vie que dans les affaires. Thomas grandissait dans cette nouvelle atmosphère. Témoin au quotidien d'une relation équilibrée entre ses parents, il voyait sa mère diriger une entreprise, prendre des décisions importantes, être respecté. Il voyait son père faire la cuisine, s'occuper du ménage, exprimer ses émotions. J'espérais que cela l'aiderait à construire des relations plus saines avec les femmes. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Marc m'a posé une question qui m'a surprise. « Élise, vous regrettez parfois. » « Regrettez quoi? » « D'avoir épousé cet homme arrogant et machiste que j'étais. » J'ai réfléchi un moment, continuant à éplucher mes légumes. « Non, Marc, je ne regrette pas. Parce que sans cet homme arrogant et machiste, je n'aurais jamais découvert la femme forte que je pouvais être. » « Comment ça? » Vous m'avez mise au défi sans le savoir. Vous m'avez obligée à puiser dans des ressources que je ne savais pas posséder. En essayant de me détruire, vous m'avez en fait révélé à moi-même. Marc a souri tristement. C'est une façon élégante de présenter les choses. C'est la vérité, Marc. Nous avons tous les deux grandi à travers cette épreuve. Vous avez appris l'humilité, j'ai appris la force. Nous sommes devenus de meilleures personnes. 2 ans après le rachat, l'entreprise était devenue une référence dans son secteur. Nous employions 120 personnes, avions une parité parfaite dans l'encadrement, et nos résultats financiers étaient excellents. Plusieurs groupes nous avaient fait des offres de rachat, mais nous avions refusé. Cette entreprise était devenue notre œuvre commune, le symbole de notre renaissance. Philippe Castillon est venu nous rendre visite un jour,
curieux de voir l'évolution de son investissement le plus original. Il a été impressionné par l'atmosphère de l'entreprise, par la motivation des équipes, par les résultats obtenus. Élise, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Cette entreprise respire la santé et l'optimisme. Nous avons réussi, Philippe. Marc et moi, ensemble. Et personnellement, vous avez trouvé votre équilibre. Nous construisons jour après jour. Ce n'est plus l'amour-passion du début, mais quelque chose de plus solide, de plus mature, une vraie partnership. Marc, qui participait à la conversation, a acquiescé. Élise m'a appris que l'amour, ce n'est pas posséder l'autre, c'est le révéler, l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Et vous, Marc? Pas de regrets, pas d'amertume. Au contraire, je suis fière de ma femme, fière de ce qu'elle a accompli, et reconnaissant qu'elle m'ait donné une seconde chance. Cette conversation m'a fait réaliser le chemin parcouru. Nous étions passés de la domination à la collaboration, de la soumission à l'égalité, de la destruction à la reconstruction. Le symbole de cette transformation est venu quelques mois plus tard, quand Marc a proposé de changer le nom de l'entreprise. Solutions informatiques de la Croix est devenu Moreau de la Croix Conseil. Nos deux noms associés à égalité, reflétant notre nouvelle réalité. Vous êtes sûr, Marc? Votre nom passera en second. L'ordre alphabétique, Élise Moreau avant de la Croix, c'est logique. Ce n'est pas une question d'alphabet, Marc, c'est symbolique. Justement, le symbole est parfait. Vous m'avez montré la voie, il est normal que vous passiez en premier. Le jour de l'inauguration de nos nouveaux locaux, sous notre nouveau nom, j'ai prononcé un discours devant nos employés, nos clients, nos partenaires. J'ai raconté notre histoire sans entrer dans les détails personnels, mais en expliquant comment une entreprise pouvait se transformer quand elle acceptait de remettre en question ses habitudes. Cette entreprise est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qu'on peut toujours faire mieux, être plus juste, plus respectueux, que la réussite économique et l'équité sociale ne sont pas incompatibles. Dans l'assistance, j'ai vu Sophie, devenue une brillante directrice financière, Pauline Mercier, qui continuait à nous accompagner dans notre transformation, Jean-Pierre, qui était devenu un modèle de manager bienveillant, et Marc, qui applaudissait avec fierté sans la moindre trace d'amertume. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Marc m'a fait une proposition surprenante. « Élise, que diriez-vous si nous nous remarions ?» Nous remarier? Mais nous sommes déjà mariés. Oui, mais ce mariage a été conclu entre deux personnes qui n'existent plus. L'ancien Marc et l'ancienne Élise. Je voudrais épouser la nouvelle Élise, la vraie Élise. L'idée était séduisante. Effectivement, nous n'étions plus les mêmes personnes qu'il y a 5 ans. Et où feriez-vous cette demande, monsieur Delacroix? Marc a souri et s'est agenouillé devant moi dans notre salon, là où nous avions vécu nos pires disputes et nos plus belles réconciliations. Élise Moreau-Dubois, femme d'affaires brillante, mère exceptionnelle, partenaire de vie idéale, accepteriez-vous de m'épouser? Non pas pour que je vous possède, mais pour que nous nous construisions ensemble. J'ai regardé cet homme qui était redevenu celui que j'aimais, en mieux, plus humble, plus attentionné, plus respectueux. Oui, Marc Delacroix, j'accepte de vous épouser. Mais à condition que ce soit un mariage d'égaux. Il n'y a pas d'autre forme de mariage qui m'intéresse. Nous nous sommes remariés 1 an plus tard, dans l'intimité, entourés de nos proches et de nos collaborateurs devenus amis. Thomas était notre témoin, fier de ses parents qui avaient appris à s'aimer vraiment. Aujourd'hui, 5 ans après ce fameux matin où j'ai posé ma tasse de café et murmuré « Chérie, as-tu vérifié qui a racheté ton entreprise hier ?» Nous dirigeons ensemble une entreprise de 200 employés, reconnue comme un modèle d'excellence et d'équité. Marc n'est plus l'homme qui riait de sa femme au foyer devant ses collègues. Je ne suis plus la femme soumise qui préparait le café en silence. Nous sommes devenus ce que nous aurions toujours dû être, des partenaires. Notre histoire prouve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour devenir meilleur, que l'amour véritable n'est pas celui qui possède, mais celui qui révèle. Et que parfois, pour sauver un couple, il faut d'abord apprendre à se sauver soi-même. Le silence qui s'était abattu comme une chape de plomb ce matin-là avait marqué la fin d'un monde et le début d'un autre. Un monde où l'égalité n'était plus un concept, mais une réalité vécue au quotidien. Et quand Thomas, devenu adolescent, me demande parfois comment j'ai fait pour transformer notre vie, je lui réponds toujours la même chose. Mon fils, n'oublie jamais que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de sa vie. Ton père l'a appris à ses dépens. Toi, j'espère que tu t'en souviendras.
Car au final, cette histoire n'est pas celle d'une vengeance, c'est celle d'une renaissance. La renaissance d'une femme qui avait oublié qui elle était, et d'un homme qui a appris qui il pouvait devenir. Et quand je repense à cette phrase que Marc avait prononcée avec tant d'arrogance, ma femme au foyer croit pouvoir me quitter. Avec quel argent? Je souris, car il avait raison sur un point. Je n'ai pas quitté Marc. Je l'ai sauvé.